Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que le Conseil des étudiants a répondu à la proposition de M. Jean-Luc Mélenchon de tenir à l'UFAR une conférence sur la paix intitulée « Nouveau monde, nouvelle humanité, nouveau peuple », basée sur son livre « Faites mieux vers la révolution citoyenne ». Jean-Luc Mélenchon est fondateur du parti La France Insoumise. Il a été 3 fois candidat à l'élection présidentielle en France et il est cofondateur de l'Institut La Boétie, un lieu de réflexion et d'élaboration intellectuelle et de formation. Nous remercions les étudiants présents d'avoir répondu à l'appel malgré la période d'examen et souhaitons la bienvenue à tous les autres. Et maintenant, sans tarder, je passe la parole à M. Mélenchon. Merci, M. Mélenchon. C'est à vous la parole. Merci à vous. Je vous laisse le micro. Il faut tenir le micro. Merci. Mais Sébastien Delogu, le député, bon, c'était lui qui devait dire un mot. Parce que lui, il est arménien aussi. Comment on fait alors, Sébastien? Hein? Bon, c'est toi qui te diras au revoir alors, ou tu dis bonjour? Sébastien Delogu est député de Marseille, député insoumis de Marseille. Moi-même, j'ai été député de Marseille un peu plus bas, à lui, des quartiers nord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Moi, je suis marseillais, d'origine arménienne. Et donc, du coup, ça me fait plaisir parce que je suis venu à 4 reprises ici en Arménie pour rencontrer beaucoup de personnes, les institutions arméniennes, mais aussi des jeunes impliqués dans le monde politique, le monde associatif. Et je suis content parce que j'en vois quelques-uns ici présents. Et donc, du coup, pour moi, ça avait une importance particulière de recevoir Jean-Luc ici. Donc, du coup, j'ai travaillé pour qu'on puisse effectuer une conférence et vous faire partager ce que notre tribun en France essaye de nous faire comprendre, de nous faire analyser des situations qui sont parfois importantes pour nous dans les vies que nous menons dans notre pays. Donc voilà, en tant que Français d'origine arménienne, je suis fier de voir Jean-Luc dans cette université et j'espère que vous allez toutes et tous bien comprendre ce qu'il a à vous dire et que vous lirez son magnifique livre qui explique beaucoup de choses, mais il va vous en parler. Merci beaucoup. Attendez, mais ça marche avec ça. J'ai pas besoin d'utiliser ça. Ouf. Bon, mesdames, messieurs, je ne peux pas vous cacher mon émotion. Je fais partie des gens qui croient à l'université et au lieu de liberté intellectuelle qu'est l'université, ainsi qu'aux apprentissages qu'il est possible d'y réaliser, et le plus fondamental de tous, la liberté de l'esprit. La liberté de conscience qui est certainement l'ancrage le plus profond d'un être humain avec lui-même. Dès lors, je n'ai pas la prétention de faire ici de la propagande. Je voudrais exposer le résultat d'un travail intellectuel qui est contenu dans ce livre que l'on a appelé « Faites mieux » parce qu'il faut piquer l'attention, qui est un mot que j'ai utilisé à la fin de ma campagne présidentielle, la dernière de 2022. Et en dessous, il y a « Vers la révolution citoyenne » qui est le cœur de ce que raconte ce livre. Ce qu'est une révolution citoyenne, comment elle fonctionne, comment elle s'organise, mais surtout, quelles sont ses racines dans la société d'aujourd'hui. C'est important car j'appartiens à la tradition de gauche française et sur le plan intellectuel et philosophique, à l'école du matérialisme historique, qu'autrefois on résumait en disant le marxisme. Mais
le matérialisme historique est plus ample que le marxisme, même si celui-ci est un apport très précieux à la pensée. Ma génération s'est trouvée totalement désemparée par ce saut de côté. J'ai choisi le mot bifurcation, parce qu'une bifurcation, vous savez, c'est une route et vous avez une bifurcation. Alors on tourne, mais c'est un tournant absolu de l'histoire qui a laissé ma génération de gauche totalement désemparée devant un monde qu'elle n'arrivait plus à expliquer. Ni à expliquer et par conséquent à combattre. Car, pour finir de me présenter devant vous, je n'adhère pas aux valeurs de la société telle qu'elle est. Et je fais partie de ceux qui continuent à lutter pour une autre forme d'organisation de la société, mais qui n'a pas de précédent dans l'histoire. Car c'est la première fois qu'une génération, la vôtre, est confrontée à 3 défis en même temps. Le changement de la condition humaine, dont un des aspects se voit dans cette salle. Je dis bien un des aspects. Peut-être avez-vous observé que cette salle est majoritairement féminine. C'est un événement, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que vous avez le nez dessus. Mais quand je regarde les images des conférences du passé, ce n'était pas le cas. C'est un des aspects absolument nouveaux de notre époque. Mais encore une fois, je peux m'en rendre compte, comme homme de ma génération, vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que vous avez le nez dessus, vous avez toujours vécu comme ça. Premièrement, un changement de la condition humaine lié à l'organisation des sociétés humaines. C'est de ça dont je vais surtout parler. Le deuxième est la répétition des crises que le mode de production dominant a toujours engendrées depuis qu'il existe. Alors, pour faire bref, je le nommerai capitalisme, mais en parlant du capitalisme, je ne vise pas seulement le modèle particulier d'accumulation des richesses qui se déroule dans et par le capitalisme, mais l'ensemble des rapports sociaux qui contribuent à cette forme de mode de production. C'est-à-dire aussi bien les rapports de production, les rapports culturels, les rapports humains, bref, tous les rapports sociaux qui contribuent à une époque à créer un état particulier de la condition humaine. Jusque-là, nous sommes dans des choses qui peuvent être considérées comme habituelles dans l'histoire. Mais ce système, une nouvelle fois, est en impasse, et une nouvelle fois, doit trouver une manière de sortir de cette impasse. Il s'est déjà mis 2 fois en impasse dans un passé récent, avec la Première Guerre mondiale, puis avec la Deuxième Guerre mondiale. Nous autres Français, nous pouvons avoir, une fois de plus, la prétention et parfois l'arrogance de savoir dire quand le capitalisme a commencé dans notre pays. Naturellement, ce n'est pas vrai. Mais nous le situons à 1832 parce que c'est la première fois qu'a été décrit par la loi ce qu'est une société par action. Mais personne ne peut dire quand le modèle d'accumulation est né dans l'histoire humaine. Certains le situent dans Venise commerçante, et pour ma part, je le situe plutôt sous vos latitudes, dans votre région, puisque c'est là que pour la première fois, le phénomène urbain est apparu. Et ce mode, le capitalisme, nécessite pour exister qu'il y ait un marché. Pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des villes, car c'est la ville qui rend possible de produire plus que pour soi-même et d'échanger. Les villes sont nées dans votre région, pas dans la nôtre. Je fais une petite parenthèse, j'ai promis de ne pas être trop long, mais je suis allé l'autre jour, avant-hier, au musée qui se trouve sur la Grande Place. Et coup de chance pour moi, la moitié est fermée. Je dis coup de chance parce que j'ai pu rester longtemps à l'étage qui m'intéressait, c'est-à-dire la préhistoire. Et en examinant les pièces qui sont là, qui sont absolument magnifiques, extraordinairement rares, j'ai pu voir des choses qu'il est impossible de voir en Europe. Des objets, des outils, toutes sortes de choses reportant le regard à
5000, 7000 ans avant l'ère commune. Époque à laquelle, dans mon pays, il y a des hordes et des tribus, mais il n'y a pas le niveau civilisationnel qui est celui que l'on peut observer ici. Donc, disais-je, 3 cas banaux. Le troisième, le voici, c'est quelque chose qui est absolument nouveau. Une crise climatique qui menace la civilisation humaine. Si vous ne faites rien, à la fin du siècle, la vie humaine sera probablement impossible dans la plupart des régions dans lesquelles vous vous trouvez vous-même. Le processus qui conduit à cette catastrophe est commencé. Et il est irréversible. Avant nous, aucune génération n'a eu un tel défi devant elle. Ou bien, ce défi était provisoire. Ici, il y a déjà eu une crise climatique. Vous êtes sur les lieux de l'Empire hittite. L'Empire hittite, 1200 ans avant notre ère, a buté sur une crise climatique, de l'eau. Et cette crise s'est combinée avec une crise politique. Vous voyez où je vais chercher mes exemples? Et la crise climatique plus la crise politique, puisqu'ici il y avait un État centralisé, a produit l'effondrement de l'Empire hittite, qui était la grande organisation politique régionale et sans doute un des modèles de ce qui sont été ensuite les empires qu'on a connus dans ma région du monde, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée, en Italie essentiellement. Mais ce dont il est question pour vous, ce n'est pas simplement d'un effondrement politique, c'est un effondrement de la civilisation humaine elle-même. Et c'est de cela dont parle ce livre, tâchant d'en tirer une vision théorique. La théorie est nécessaire pour comprendre le réel. On ne peut rien comprendre tant qu'on n'a pas une grille d'explication globale. Une théorie ne veut pas dire un dogme. Ce n'est pas une vérité révélée. Une théorie, à l'inverse, est une manière de lier des événements entre eux, de le proposer. Et votre culture, votre esprit critique doit, je l'espère, vous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que j'ai écrit. Mais je propose une théorie. Cette théorie, je l'ai appelée celle de l'ère du peuple, pour définir un nouvel acteur de l'histoire, le peuple. Et je me suis efforcé de le décrire aussi précisément que possible par ses relations sociales avec l'univers matériel dans lequel évolue l'humanité. C'est en cela que je suis fidèle intellectuellement à la méthode du matérialisme historique. C'est évidemment pour moi très émouvant de vous rencontrer pour la raison qu'à cet instant même, et je veux leur dédier ma rencontre avec vous, les étudiants français, incarnant le meilleur de la tradition révolutionnaire, permettez-moi de m'y rattacher, des Français, sont actuellement en état d'ébullition par solidarité avec les événements qui ont lieu au Proche-Orient. Et à cette heure, la célèbre école de sciences politiques de Paris a connu une occupation toute cette nuit et ce matin un rassemblement qui s'est depuis propagé à l'école de sciences politiques d'autres villes de mon pays. Et en vous regardant, je ne vous connais pas mais je vous connais, je pense à eux et je suis tellement fier de leur courage et de leur manière d'agir et je voulais vous le dire. Mais je pense aussi à celui dans lequel je mets mes pas aujourd'hui. En 1896, le grand Jean Jaurès, l'un des fondateurs de la tradition socialiste française et de la gauche française, prenait la parole à l'Assemblée nationale française pour défendre les Arméniens en but au premier massacre qui était commis par les Ottomans et le sultan. Et déjà à l'époque, il disait « J'admire la façon avec laquelle, il parlait au ministre, vous faites semblant de croire que ce sont les Arméniens qui sont responsables des incidents. Parce que c'est un mensonge, disait-il. Et en mentant, c'est surtout vous que mettez en danger. Car
vous encouragez un crime qui sera d'une ampleur considérable, bien plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer, et qui propagera le crime dans le monde. Jean Jaurès est mort en 1914. Il n'a donc pas connu le génocide des Arméniens de 1915. Mais sa compréhension de ce qu'étaient les sociétés humaines le conduisait à dire que dès lors qu'un pouvoir commettait des crimes comme celui que commettait le sultan des Ottomans, il était certain qu'une graine avait été jetée qui ensuite produirait des fleurs vénéneuses qu'ont été le génocide arménien. Et le génocide arménien a été en partie organisé par des militaires allemands qui ont ensuite organisé le massacre que les nazis ont fait avec les juifs et les tziganes, avec la Shoah et les camps de déportation et d'extermination. Il y a un lien moral entre les actes qui sont posés, et pas seulement un lien culturel, et pas seulement un lien par les conditions sociales, qui bien sûr déterminent nombre des comportements humains, mais qui n'abolissent à aucun moment notre liberté individuelle. Nous ne sommes pas obligés d'être les complices du crime pour des raisons religieuses ou politiques ou nationalistes. Sans cesse, c'est notre conscience humaine libre qui est appelée à prendre des décisions et à choisir de quel côté on se range. Le bien et le mal ne sont pas des questions morales extérieures à la politique. Le bien et le mal participent pleinement de la vie politique. Bien sûr, le bien et le mal sont difficiles à discerner. Mais c'est pour ça que nous avons aussi un cerveau qui peut nous y aider. Un cœur aussi. Une foi parfois, qui nous aide à choisir. Quels sont donc, à partir de là, les faits constitutifs de la nouvelle situation humaine? Le premier, c'est le nombre des êtres humains. Il a fallu 300 000 ans pour arriver au premier milliard d'êtres humains Homo sapiens, hein, et les 10 sapiens aussi. C'est long, mais il n'a fallu que 100 ans pour arriver au deuxième milliard. Et ensuite, il y a eu 3 doublements au total en un peu plus, environ en 2 siècles. Pour ma part, compte tenu de mon âge, j'ai été contemporain de 2 doublements de la population mondiale. Je ne vous souhaite pas la même chose, car nous sommes déjà 8 milliards. 2 doublements voudrait dire 32 milliards. Il est clair qu'on va finir par manquer de place. Mais le nombre des êtres humains modifie la condition humaine. Ainsi, les premiers groupes humains qui sont sortis d'Afrique n'ont-ils pu constituer des groupes plus amples, des tribus, puis décider de faire des villes, que parce que leur nombre s'accroissait, ce qui était hors de portée des petits groupes humains. Donc nous sommes 8 milliards. Nous allons être très rapidement 10 milliards. 10 milliards d'êtres humains ne peuvent pas vivre sur cette planète avec le mode de production productiviste actuel. C'est impossible. Tel que c'est déjà aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors il y a 2 possibilités. Massacrer tous ceux qui sont là en trop, ou bien modifier la manière de vivre et la dynamique interne de nos sociétés. Si la dynamique interne continue à être produire toujours plus, n'importe comment, n'importe où, le moins cher possible, alors nous périrons tous. Ah, pas en un jour. Ça prendra un peu de temps, quelques années. Car, bien sûr, pendant ce temps-là, le changement climatique, lui, continue à passer toutes les lignes rouges. Les scientifiques avaient défini 9 lignes rouges. Alors, les lignes rouges, c'est l'acidité de l'eau des océans et des mers qui tue les coraux, c'est la quantité de poussière maléfique qui se trouve dans l'air, c'est la pollution de l'eau, etc., etc. Sur 9, 8 sont déjà franchis.
Dans mon pays, on ne peut plus boire une goutte d'eau qui ne soit pas contaminée par des pesticides. 99% de la population française est contaminée aux pesticides. 90% de la ressource en eau est contaminée aux pesticides. J'espère que je ne parle pas trop vite. Dites-le moi. Faites-moi des signes. Ça va? Bon. Par conséquent, le mode de production actuel est incompatible. Mais ce qui est grave, c'est que pour la première fois dans l'histoire, nous avons affaire à un système qui ne peut pas se corriger, mais qui, au contraire, tire profit des dégâts qu'il provoque pour amplifier son action. Je vous donne un exemple risible et un peu ridicule, mais tellement piquant. Il se trouve que les abeilles disparaissent de l'Europe, parce qu'il y a des pesticides partout. Eh bien, on pourrait dire, ah ben, ça va peut-être les calmer. Pas du tout. Puisqu'il ne peut pas y avoir d'abeilles, on vous dit, ben, nous avons des drones qui sont capables de polliniser les plantes. Et ceux qui vendent ces drones disent, vous savez, nos drones sont plus efficaces que vos abeilles. Parce que nos drones travaillent la nuit, pas les abeilles. Parce que nos drones sont capables de viser précisément dans les fleurs, pas les abeilles. Et ainsi de suite. Je prends cet exemple qui est un peu extrême, mais le même existe avec l'eau. De l'eau, vous voulez de l'eau pure, mais nous en vendons. Regardez dans des bouteilles. Jusqu'au jour où quelqu'un s'en va analyser l'eau des bouteilles et dit, mais d'accord, mais il y a beaucoup de plastique dedans. Si on continue à mettre du plastique partout comme on fait actuellement, il y aura, dans moins de 50 ans, plus de plastique que de poissons dans la mer Méditerranée. Ces choses vous paraissent incroyables. Vous vous dites, il exagère. Sans doute tout ça va s'arrêter avant. Non, ça ne s'arrêtera pas. L'idée de la pollution de l'eau est une idée totalement nouvelle pour nous. Pour vous, elle est banale peut-être. Vous vous en méfiez spontanément. Nous, non. On ne pensait pas que l'eau pouvait être dangereuse. On ne pensait pas qu'il faudrait acheter de l'eau. Alors vous autres, les Arméniens, vous avez une chance pour vous, c'est que vous avez pris les bonnes décisions concernant le lac Sévan. Mais c'est le seul lac au monde dont la ressource en eau s'est améliorée grâce à des mesures qui ont été prises pour protéger cette ressource. Partout ailleurs dans le monde, les ressources en eau des lacs ont baissé de 50%. Par conséquent, tout ça est le résultat de mauvaise gestion de l'eau. J'ai pris l'exemple de l'eau parce que de la ville, je veux arriver à la deuxième nouveauté, du nombre, je veux arriver à la deuxième nouveauté, la ville. La ville modifie la condition humaine. Je suis heureux qu'un mot venu de la politique, de moi, homo urbanus, soit arrivé jusqu'au CNRS français, qui a fait une petite revue dans laquelle il est question du concept d'homo urbanus. Ce sera une fois de plus une idée politique qui modifie un concept scientifique. Je vous dirai après, parce qu'il y a beaucoup de filles, pourquoi ce n'est pas la première fois et pourquoi ça concerne les filles. Mais la condition urbaine a pour résultat d'augmenter la connectivité entre les êtres humains. Les êtres humains sont davantage unis entre eux, conduits à se fréquenter par la ville. La ville rend possible l'existence du marché. Parce qu'on est en ville, on a des consommateurs, parce que les villes sont toutes construites sur le bord d'un fleuve, on y amène des ressources qui viennent de partout, et le marché existe, donc ça vaut la peine de produire pour plus que soi-même. Un Français a établi une théorie que je crois juste qu'on peut vérifier ici, je ne veux pas me tromper, à Erebouni. Là-bas, il y a une ville préhistorique, et ce qu'elle a, une ville n'est pas un gros village. Hein. Une ville, c'est une décision. Les villes ont des rues, ont des plans, et vous voyez que les êtres humains qui les ont construits ont voulu faire des villes, pas simplement des gros villages. Et à Erebouni, il y a 200 jarres de 1000 litres. Et le scientifique français qui évoque la ville, il dit le pouvoir de la ville est venu du fait, non pas qu'elle est sur l'eau, non pas qu'il est venu de la capacité à stocker. Il établit le stockage
comme la première capacité. Et vous avez la preuve chez vous. J'ai vu ça au musée, j'ai vu les photos, j'ai renvoyé ça à mon équipe, tout le monde est formidable, génial, parce qu'on voit le stockage. Mais la ville produit bien d'autres effets. Et parmi ces effets, celui que je veux noter, c'est la création de réseaux collectifs. Car quand vous êtes en ville, vous ne pouvez pas vivre de manière autonome. Surtout maintenant. Pour vous, les gens de Yerevan, bon, la ville c'est banal. C'est en fait évident. Parce que la majorité de la population arménienne vit ici. Mais il faut vous figurer que ce n'est pas l'état du monde tel qu'il était quand moi je suis né. Dans les années 50, 80% de la population mondiale vivait à la campagne et le 20% à la ville. Et c'est seulement depuis 2008 qu'il y a plus de monde en ville qu'il n'y en a à la campagne. Le fait urbain est un fait nouveau. Il a mis plusieurs siècles, que dis-je, plusieurs millénaires à émerger comme le fait humain dominant. Puisque c'est dans votre région que sont nées les premières villes. En tout cas, c'est ce qu'on disait jusqu'à une date récente, puisqu'on situait à peu près à 4500 ans avant notre ère, ou 5000 ans, les premières villes. Comme vous avez beaucoup d'objets qui ont entre 5000 et 7000 ans, qui sont des objets visiblement, je vais mettre des guillemets, manufacturés, qu'on voit à votre musée, on peut penser qu'il y avait des villes avant. On en a, nous, la certitude en Europe, car à la surprise générale, alors qu'on croyait que tout était réglé, que c'était ici que tout s'était passé, on a découvert les restes de villes en Ukraine. Des villes à moins 6000 ans. Et on s'est aperçu que dans toutes les villes de cette époque ont explosé d'immenses révolutions, puisqu'elles ont toutes brûlé d'un seul coup, d'un bout à l'autre, et pas parce qu'elles ont été envahies. Le même phénomène du rapport entre la forme urbaine et la forme politique d'insurrection s'observe sur toute la planète. On a observé la même chose dans la ville de Teotihuacan, au Mexique, etc., etc. La ville produit à la fois des nouvelles relations humaines et des nouvelles relations politiques. Je me suis amusé à raconter comment la première manifestation à Paris a eu lieu sur le boulevard Saint-Michel par une garnison de Gaulois qui refusaient de partir à la guerre à Byzance, quand l'empereur de Byzance a exigé que les légions romaines, c'est-à-dire composées de Gaulois, viennent. Mais pour faire une manifestation, chers jeunes gens, il faut qu'il y ait une rue. Sinon, ce n'est pas une manifestation, c'est autre chose. Et donc, ces gens ont manifesté dans le boulevard Saint-Michel, et on m'a accusé, je suis souvent accusé de toutes sortes de choses, on m'a accusé de récupérer à mon profit une manifestation du IVe siècle. Pourquoi pas? Mais c'est pour vous dire le lien qu'il y a entre la ville et les formes politiques. Un des liens, je l'ai dit, c'est celui de la connexion. Retenez ce fait. Le fait d'être connecté vous change. Karl Marx, je vais le citer au moins une fois, dit que la richesse réelle intellectuelle dépend de la richesse des relations sociales. D'autres l'ont dit, et puisque j'ai parlé de théorie tout à l'heure, je vais citer Kant pour que tout le monde trouve son compte dans les différentes écoles de pensée. Et puisque j'ai parlé de matérialisme et que je parle en présence de votre rectrice, je voudrais dire que j'appartiens au matérialisme probabiliste, ce qui me rattache à la tradition de Condorcet. La vérité, Madame la rectrice, c'est que si Marx n'avait pas été allemand, au lieu de lire Hegel, il aurait lu Condorcet. Et nous aurions tous fait des grands progrès, parce qu'il aurait appris l'importance du déterminisme probabiliste, qui est l'idée la plus moderne qui est, Condorcet du XVIIIe siècle. Condorcet était un homme admirable, un penseur des Lumières, qui a écrit son dernier texte en disant que les êtres humains finiraient par vaincre la mort. Un mois après, c'est lui qui passait à la guillotine, ce qui montre que, parfois, il faut se dépêcher de bien penser avant de ne plus être en état de le faire. Mais je viens sur l'autre modification. La ville crée quelque chose de tout à fait nouveau. On ne le voit pas. Ça ne se voit pas. Ce sont les réseaux. Les réseaux collectifs. Comme vous ne pouvez pas vivre tout seul, alors dans les villes du passé, oui, on avait son lopin de terre, on avait sa source, mais aujourd'hui, essayez. Bon, on ne peut pas. Vous ne pouvez vivre et reproduire votre existence matérielle qu'en accédant au réseau.
Le réseau de l'eau, le réseau de l'électricité, le réseau des égouts. Tiens, l'eau. La première carte que l'on a d'une ville sumérienne, c'est un dessin que personne n'arrivait à interpréter, jusqu'à ce qu'un ingénieur tombe dessus et dit ben, c'est pas difficile, c'est le réseau des égouts. Il y avait des égouts. Et donc, depuis qu'il y a des villes, il y a des réseaux. Mais ce qui est totalement nouveau, c'est que vous ne pouvez plus produire et reproduire votre existence matérielle sans ces réseaux. Voilà ce qui est nouveau. Dès lors, une relation nouvelle est établie entre les êtres humains, qui n'est pas limitée aux rapports sociaux du travail. Ce n'est pas seulement l'exploitation au travail, puisqu'il y a nécessairement une exploitation pour produire l'accumulation, c'est-à-dire que la richesse produite par le travailleur ne lui est pas ensuite donnée comme salaire. Elle est partagée autrement. Vous le savez. Eh bien, ce rapport d'exploitation a fondé le prolétariat dans les sociétés modernes et le salariat, dans lesquelles les salariés étaient ultra minoritaires. Il y avait des paysans partout, des artisans, et c'est pourquoi, la plupart du temps, les doctrines socialistes butaient sur une difficulté: comment aller expliquer à des gens qu'il était de leur intérêt qu'on s'approprie ce qui leur appartenait, c'est-à-dire leur terre ou leur machine. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une autre situation. Mais le rapport au réseau est un rapport social. Brutal, d'une violence totale. Je reprends mon exemple de l'eau. Vous avez soif. Soif, c'est un besoin. C'est le besoin qui vous institue comme être humain. Votre existence, à chaque instant, est déterminée par la manière avec laquelle vous combinez vos besoins. En ce moment, j'espère, vous apaisez un besoin intellectuel. Mais il va vite falloir passer à d'autres besoins qu'on a tous. Et c'est l'organisation de la vie entre ces besoins et leur satisfaction qui produit la société. Pas de besoin, pas de société. Aucun besoin n'étant satisfait par une personne unique, nous sommes des animaux sociaux, et nous sommes incapables d'accomplir nos besoins autrement que dans une relation sociale et culturelle, raison pour laquelle nous sommes des êtres de culture et des êtres sociaux. Ce qui souvent a été sous-estimé par le matérialisme. Mais des êtres de culture. Nous ne nous nourrissons pas de la même manière, suivant les pays, et notre faim n'est pas apaisée de la même manière. Si l'on mange de la viande crue déchirée avec les ongles, ou si elle est cuite et dans une assiette, et avec des couverts. Mais je pourrais prendre bien d'autres exemples. Souvent, quand vous voyagez, que vous goûtez la cuisine des autres, il vous arrive de trouver ça intéressant, et d'autres fois parfaitement dégoûtant. Et c'est la raison pour laquelle l'hôtellerie de luxe, dans laquelle vont les gens qui ont de l'argent, propose les mêmes choses dans le monde entier, de manière à ne jamais voir de gens mécontents de leur nourriture. La standardisation est un de ces résultats. Bon, je reviens sur le réseau. Je dis c'est terrible. Vous avez soif, c'est votre besoin, c'est vous. Dans ce cas de plus, dépêchez-vous, parce qu'il vous manque 2% d'eau dans le corps, vous avez soif. Il vous manque 10%, vous commencez à délirer. Il vous manque 12%, vous êtes mort. C'est vraiment fondamental. Vous ne pouvez pas trouver d'eau ailleurs qu'en robinet. C'est fini la source au coin, la rivière dans laquelle vous allez avec vos mains. Je ne sais pas si ça se passait comme ça, je n'ai jamais vécu dans ce monde-là. C'est le robinet qui compte. Et quand vous ouvrez le robinet, il faut avoir payé la facture d'eau. Si vous n'avez pas payé la facture d'eau, il n'y a pas d'eau. Vous êtes donc totalement dépendant de cette relation sociale-là en particulier. À qui appartient l'eau? Bonne question, maintenant vous connaissez, ça dépend. Si c'est une société privée ou une société publique. En France, l'eau des sociétés privées vaut 25% plus cher que l'eau publique. Et l'eau dans la bouteille vaut 1000 fois plus cher que celle du robinet. Donc l'eau, besoin essentiel, bien commun fondamental. Nous sommes composés de plus de 60% d'eau, et quand vous aurez des enfants, apprenez que ce que vous tenez dans vos bras, c'est 75% d'eau. Bon, dans une forme particulière, mais c'est 75% d'eau. L'univers vivant entier est composé d'eau. J'insiste sur ce point parce que c'est celui qui permet de réfléchir à ce qui vont devenir les nouvelles marchandises,
puisque tout est en train d'être marchandisé. Le vivant et tous les biens communs. L'air est en train d'être marchandisé. Il y a des pays où on vend de l'air pur. Et si vous n'êtes pas en état de vous payer de l'air pur, eh bien, vous mourrez. Ou vous tombez gravement malade. Cette dynamique du système à tout transformer en marchandises que j'évoquais tout à l'heure, elle vient percuter directement les réseaux. Allez chercher de l'eau, si vous voulez, à la rivière, elle est pourrie. L'eau que vous consommez, à 80%, elle vient des lacs. Alors vous avez intérêt à surveiller votre lac Sevan, sérieusement. Parce que de l'eau, par ailleurs, il y en manque partout autour. Il y a 4 jours, le président turc était en Irak. Ils ont signé des accords importants, politiques, entre l'Irak et la Turquie. Les choses importantes, habituelles. Les choses qui comptent le plus. Le pétrole, les armes, le gaz. Et puis, l'eau. Il y a maintenant un chapitre hydropolitique dans toutes les politiques. Pas celle de mon pays, parce que j'ai essayé de lancer le débat, je ne suis arrivé à rien. Mais maintenant, il y a la sécheresse partout. Alors oui, on commence à discuter de la question de l'eau et surtout du gaspillage de l'eau. Parce que l'une des plus grandes catastrophes, c'est le gaspillage. Bref, je disais, le nombre, la ville, les réseaux. 3 données qui modifient la condition humaine. La condition humaine, c'est nos besoins tels qu'ils sont, plus les conditions dans lesquelles nous les satisfaisons, qui, elles, sont différentes à chaque époque. Mais dont nous voyons les traits communs. On voit les traits communs entre la ville d'il y a moins 6000 ans avant notre ère et la ville aujourd'hui. Et on voit aussi la différence. La différence, c'est que c'est la ville partout. Et qu'autrefois, la ville, c'était là où s'arrêtait la campagne. Maintenant, la campagne, c'est là où s'arrête la ville. Le monde est renversé, en quelque sorte. Ces faits nouveaux produisent un acteur de l'histoire nouveau. Si vous saviez, autrefois, j'ai envie de dire, on aimait bien se disputer à propos de concepts. Et maintenant, on a l'impression que les concepts, tout le monde s'en fout. Ce n'est pas très important. L'échange intellectuel devient de la communication et toute idée un peu déterminée est considérée comme de la propagande. Nous sommes tous les objets involontaires d'une stratégie de captation de l'attention, que vous avez tous sur vous, je suppose, qui est notre téléphone portable, qui a amené au dernier degré possible de connexion entre les êtres humains. 60% de la population mondiale a un smartphone. Le smartphone est une invention extrêmement récente. Ça date de 2009. Nous sommes en 2024. À échelle du temps long, c'est rien, c'est même pas un battement de cils. Ça n'existe pas, c'est un délai imperceptible. Eh bien, en quelques années, 5 milliards d'êtres humains sur 8 milliards se trouvent connectés. Et ceci modifie la condition humaine. Vous pouvez ne pas connaître votre voisin de palier dans votre immeuble, mais être lié à 5000 prétendus amis sur votre compte Facebook, si vous en avez 5000, et qui, eux, vous infligent leur date d'anniversaire, leur gâteau, leur mariage, leur baptême, comme s'ils étaient membres de votre famille. Et vous vous réjouissez par politesse. C'est-à-dire que vous participez à des collectifs humains qui n'existent pas. Sinon que dans cette petite chose. Et pendant que vous la regardez, vous ne parlez pas à votre voisin, qui peut être votre compagnon, votre compagne. Et au début, tout le monde dit « c'est très mal poli ». Oui, oui, c'est très mal poli, mais tout le monde le fait. Alors, cette nouvelle réalité, figurez-vous que j'ai inventé un mot pour la décrire. Je pense, comme beaucoup d'intellectuels qui font de la littérature, ce qui est mon cas, que les mots, sans mots, on ne peut pas penser la réalité. C'est impossible. La pensée est une activité électrique vide. Il faut qu'elle ait des mots. Et c'est l'organisation des mots qui construit la réalité. Des fois, il n'y a pas besoin de mots, ce sont les arts. La musique, la peinture. Personne ne peut dire que veut dire un tableau de Miro. Ça n'a pas de sens. C'est donc que ça exprime une autre réalité. Mais les mots expriment la réalité matérielle au moins et intellectuelle dans laquelle nous évoluons. Le mot que j'ai trouvé, c'est polyprésence. Amusez-vous avec ça la prochaine fois que quelqu'un vous envoie balader parce que vous êtes en train de regarder votre téléphone. Vous lui direz, c'est pas grave, c'est de la polyprésence. Bon, une attitude inacceptable emballée par un joli mot, souvent, peut faciliter les choses.
La polyprésence est une nouvelle activité humaine. Jamais auparavant cela n'a existé. Si, quand on écoutait un conte, mais il fallait se taire. Là, vous pouvez parler tout en regardant. Bref, voilà les modifications fondamentales qui font surgir un acteur entièrement nouveau, le peuple. Le peuple, ce n'est pas seulement une addition de catégories sociales, c'est une addition. Ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent plus, ceux qui vont travailler, ceux qui ont travaillé, ceux qui ne peuvent pas travailler. Bien sûr, le travail peut être décrit comme la qualité centrale descriptive. Mais franchement, je ne sais pas s'il y a des matérialistes dans cette salle, ça tourne à la métaphysique. Si vous devez décrire des gens à partir de quelque chose qu'ils ne font pas. Alors on m'a dit, mais ton concept de peuple, oui, mais ça écarte le rôle du prolétariat. Et même des gens qui ne sont pas de ma famille politique m'ont fait le reproche de déviationnisme par rapport au marxisme. Puisque je ne prétends pas que ce soit le salariat l'acteur de l'histoire. C'est un acteur central, partie prenante. Je prétends que c'est le peuple l'acteur de l'histoire. Et le peuple, c'est tous ces gens qui dépendent de leur accès au réseau collectif pour vivre. Et qui, du fait de cette relation, vont entrer dans une dynamique politique. Les révolutions citoyennes, ce n'est pas une manière de ne pas oser dire qu'elles sont socialistes. Je n'ai pas choisi le mot révolution citoyenne pour faire le gentil garçon qui ne vous fait pas peur en vous parlant de socialisme, qui chez vous n'a pas très bonne réputation pour les raisons que l'on sait. C'est pas ça du tout. C'est parce que ça décrit une autre attitude et un autre objectif politique. Dans le livre, je décris... Alors, je vous préviens, le livre, j'en ai donné 3 exemplaires, je suis très fier de vous les offrir, et j'espère que quelques-uns d'entre vous iront les lire, qui se trouveront à votre bibliothèque. Le peuple est donc cette catégorie qui va agir pour quoi faire dans toutes les révolutions que j'ai étudiées au cours des 20 dernières années. Toutes, sans exception, ont un double contenu. Au départ, c'est un problème écologique qui commence par travailler la société. Souvent, c'est la question de l'eau. Par exemple, au Liban, la révolution citoyenne d'il y a quelques années a commencé par le problème de l'eau à secouer une société, sinon très complexe, et que je ne prétends pas résumer par ce que je suis en train de dire. Je prends l'exemple du Liban, mais c'est le même au Chili, et c'est le même, etc., etc. Je ne vais pas passer en revue tous les pays du monde que j'ai étudiés. À chaque fois, au point de départ, vous avez un réseau qui se constitue à travers, au Liban, c'était WhatsApp. Et à partir de là, tout explose. Mais explose des choses qui sont déjà là. Par exemple, des vagues de suicides. Par exemple, etc., etc., etc. Les révolutions citoyennes ont des caractéristiques que j'ai étudiées. Et toutes ont pour but la reprise du contrôle. Contrôler. Et à partir de là, se met en route un mécanisme particulier que nous avons étudié dans le détail, qui est un mécanisme de transcroissance. Au début, les gens disent, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas d'eau dans ce pays? On est quand même un pays développé. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'eau? Alors, on veut de l'eau. Et c'est vous qui vous occupez de ça? Vous êtes encore là? Ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous foutez? Dehors. Deuxième phase. Virer les responsables politiques, pas parce qu'on n'est pas d'accord avec eux idéologiquement, pas parce qu'on n'a pas voté pour eux, simplement parce qu'on pense qu'ils servent à rien et qu'ils sont inutiles, et qu'ils font tout de travers. Et troisième phase, donc il y a une phase instituante, nous le peuple, on en a ras-le-bol de ceci, cela. Deuxième phase, et c'est vous qui êtes responsable et vous osez encore être là, dehors, phase destituante. Troisième phase, on arrête tout ça, on va faire autrement, phase constituante. Qui fait que dans beaucoup de pays, les révolutions citoyennes qui commencent sur des sujets qui ont l'air d'être à des milliers d'années-lumière de la politique, finissent dans de l'hyperpolitique et par des assemblées constituantes. C'est donc une toute nouvelle vision du monde qui est proposée et de ses dynamiques internes. Ça ne dit pas comment termine la révolution citoyenne, ni même que toute soit positive. Ça dit, voilà les dynamiques politiques qui sont à l'œuvre dans la société. Une fois que je suis entré dans ce point de vue, je me suis retourné vers les révolutions du passé et je me suis demandé si jamais une seule fois il y avait eu autre chose que des révolutions citoyennes. Est-ce que je n'avais pas été victime d'une illusion en croyant que certaines étaient autre chose que des révolutions citoyennes?
Mais dès lors que ces révolutions sont faites par le grand nombre et animées essentiellement par les travailleurs des entreprises, nous avions le droit de penser, et c'était la réalité, que c'était des révolutions socialistes, pour la raison que le reste de la population n'intervenait pas politiquement. Les paysans ont toujours été extrêmement éparpillés et dans un rapport à la propriété que vous connaissez tous. Et il faut dire aussi une chose, les paysans ont toujours été sauvagement réprimés. Dans mon pays, la Commune de Paris, qui est un peu connue politiquement dans le monde, est un moment de révolution qui dure et qui donne lieu à une répression qui dure 3 mois, pendant lesquels on fusille sans arrêt les communards révoltés. Mais il y a eu une révolution au XIVe siècle, commencée dans les villes, continuée dans les ouvriers des villes et terminée dans les campagnes. Tout le monde s'est mis d'accord contre les paysans et on en a massacré pendant 1 an et demi. C'est dire que voilà pourquoi la catégorie intervenante politiquement a été si longtemps, si souvent, le prolétariat, ses syndicats, sa discipline organisée par la discipline du travail, sa cohésion et les organisations syndicales qu'elle avait créées, qui elles-mêmes ont créé les organisations politiques. C'est la raison pour laquelle, peut-être l'avez-vous entendu dire à mon sujet, que nous avons créé un mouvement et non pas un parti. Voilà les conditions générales que je voulais vous montrer. Je vais aller beaucoup plus vite pour dire, tout ça n'a pas lieu dans le vide. Cela a lieu, comme je l'ai dit il y a un instant, sous le fouet de la crise climatique. Que ça vous plaise ou pas, vous serez obligé de réagir. Quand il n'y aura plus d'eau, ou quand il n'y en aura pas assez, ou quand il n'y aura plus d'électricité, ou qu'il n'y en aura pas tout le temps, ou quand il n'y aura plus d'école, vous serez obligé, quand il n'y aura plus de route, etc., etc. Et là, vous devrez faire quelque chose. Et ce quelque chose vous conduira à dire, bon, on va réorganiser tout ça. Et ça, c'est un acte politique. C'est cette dynamique des révolutions citoyennes que mon livre présente. Et elle vous laisse la conclusion de savoir ce qu'il faut faire. Moi, j'en propose quelques-unes de conclusions, mais pas tant que ça. Et puis, je ne me permettrai pas de vous le faire parce que je ne suis pas en Arménie, je ne sais pas comment il faut faire. J'ai une idée sur ce qu'il faut faire en France, là, une idée très précise. Mais je n'aurai pas l'arrogance de vous dire, comme autrefois j'ai pu le faire lorsque j'étais un militant socialiste extrêmement exalté, à chacun comment il fallait faire le socialisme, parce qu'il y avait une méthode, une seule, et c'était celle-là la bonne. D'ailleurs, personne n'était d'accord, on s'engueulait comme pas possible, mais c'était comme ça. Je ne sais pas ce que vous devez faire, et je n'ai pas l'intention de vous le dire. J'ai à peu près une idée de ce que vous allez faire de toute façon, parce que de toute façon, vous serez confrontés aux problèmes que je viens d'expliquer. Mais pendant que vous décidez à faire quelque chose, ou que vous décidez de ne rien faire, parce que la vie vous absorbe, la machine, elle continue, toute seule. Et vous vivez dans un monde qui s'appelle le capitalisme, qui bute sur le fait qu'il ne sait plus comment faire pour continuer. Le capitalisme, c'est comme la bicyclette. Vous pédalez, ça avance. Vous arrêtez de pédaler, elle tombe par terre. Il faut qu'il produise, il faut qu'il échange, il faut qu'il produise, il faut qu'il échange. Argent, marchandise, argent. Argent, marchandise, argent. Et ça tourne. Mon livre essaye de rendre compte de ce cycle en présentant comment toute la vie est une combinaison de cycles, de rythmes. Vous, vous êtes confronté à ça. Et comme il ne sait plus comment faire, et comme les compétitions existent, et vous, vous en savez quelque chose, alors il a revenu à la grande idée qui a occupé tout le 19e siècle et une partie du 20e, la guerre. Une activité économique fabuleuse. On produit du matin au soir. Et comme on est en guerre, on est prié de fermer sa bouche. Et donc de travailler dur et beaucoup. Et puis on déverse des quantités de bombes de tous les côtés. Et on tue encore. La guerre. La guerre est une activité économique. Elle représente 2 ou 3 000 milliards d'activités mondiales. Tous les pays d'Europe ont décidé en ce moment de passer à une économie de guerre pour faire face à la guerre qui a lieu en Ukraine et que d'une manière hypocrite, on prétend mener avec la dernière détermination face aux Russes, tout en venant ici, en Azerbaïdjan, acheter du pétrole et du gaz russe, qu'on va ensuite ramener en Europe en faisant semblant de croire qu'il vient d'Azerbaïdjan, alors que c'est un produit russe. Et je pourrais prendre des exemples comme ça, très nombreux, qui vous montrent que ce qui est dit ne correspond pas à la réalité. On vous présente toujours les guerres comme des nécessités absolues, compte tenu de la religion. Ce n'est pas vrai. Les guerres sont des guerres d'appropriation de ressources matérielles
de réseaux, de communication, de territoire. Les guerres ont toutes une vocation impériale, sans exception. Et la vérité, c'est celle-là, c'est pas une autre. Ce n'est pas la religion. Bien sûr, la religion, il faut bien trouver une raison de pousser les gens à les s'entretuer. Bien sûr, elle peut jouer un rôle. Nous sommes des êtres humains. Nous n'allons pas nous faire tuer pour des résultats d'une entreprise. Nous allons nous faire tuer, quand nous y allons, pour toutes les raisons qu'on nous dit. Vous êtes dans un monde qui va entrer en guerre. Vous êtes vous-même confronté à une guerre horrible, injuste, totalement déséquilibrée. Et je peux vous dire toute l'émotion qu'on a vécue, parce que nous sommes, nous les Européens, protégés de la guerre. Depuis, en tout cas comme Français, ça n'existe ni dans sa génération, ni dans la mienne, nous n'en avons pas vu. Moi, j'ai juste vu la fin de la guerre d'Algérie, une guerre coloniale. C'est tout. Mais aller au cimetière et voir les drapeaux sur les tombes de jeunes gens qui ont entre 18, 19 ans, 20 ans, eh bien, je peux vous dire que quelle que soit votre nationalité, à ce moment-là, les larmes vous viennent aux yeux, parce que vous regardez ces tombes comme celles de vos propres enfants. Vous ne pouvez pas faire autrement. Heureusement, tels sont les êtres humains. La guerre, vous avez le choix. La guerre, encore la guerre, toujours la guerre. La guerre ne produit qu'une chose, encore des guerres. La violence ne produit qu'une chose, encore des violences. Mais les guerres de l'époque moderne ont des caractéristiques nouvelles, inconnues. Premièrement, elles sont devenues industrielles depuis la Première Guerre mondiale. Et c'est ici qu'on a vu la première fois ce qu'est un massacre industriel. C'est ce que dénonce Jean Jaurès quand il proteste contre la guerre qui arrive en Europe et qu'il n'a pas connue puisqu'on l'a assassiné avant. Il dit, vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé en Orient. Si vous regardiez ce qui se passe en Orient, chez vous, vous vous rendriez compte de ce que va être la guerre qui vient. Dans mon pays, les jeunes intellectuels, médecins, instituteurs, professeurs, allaient à la guerre avec les images de la guerre, des guerres napoléoniennes qu'ils idéalisaient, alors qu'elles n'avaient rien d'idéal. Mais ils y allaient comme ça, en pantalon rouge. La première année, nous avons perdu plus de sous-officiers que dans l'année suivante, les 2 années suivantes de guerre. Parce qu'on avait une vision romantique de la guerre. La guerre n'est pas romantique. La guerre est juste une tuerie. Et rien de plus. Parfois, il faut la faire. Il faut la mener pour défendre sa frontière, sa patrie. Ou bien pour faire reculer un monstre comme le nazisme. Mais personne ne doit se réjouir d'une telle issue. La plupart du temps, toutes les guerres finissent de la même manière. Il faut faire un compromis. Eh bien, mieux vaut commencer par le compromis que de finir par lui. C'est la raison pour laquelle le compromis est préférable à la guerre, à condition qu'il soit appuyé sur des principes constants. Ce qui est insupportable, c'est le double standard. Si c'est un génocide de Palestiniens, comme ce sont, croit-on, la plupart des Arabes musulmans, on oublie les chrétiens d'Orient, qui ont une réalité, on oublie, alors ça rentre dans le cadre de la théorie de Samuel Huntington sur le choc des civilisations qui organise la pensée de tous les stratèges intellectuels de l'Europe et des États-Unis. Mais alors, du coup, on ferme les yeux. Et le génocide arménien, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je suis là. J'ai voulu être à cette commémoration, à ce moment-là, cette année, pendant qu'il y a un génocide ailleurs, au moins pour ouvrir les yeux d'une partie de mes compatriotes et leur dire, regardez, voilà ce que c'est un génocide. Est-ce que vous comprenez mieux? Alors, ces guerres, elles sont industrielles et elles sont totales, c'est-à-dire que ce n'est plus une guerre entre militaires. Les batailles napoléoniennes, ce sont des armées qui s'affrontent. Aujourd'hui, on bombarde les civils d'abord. Et c'est pourquoi le tableau de Picasso, Guernica, est tellement parlant, parce qu'il évoque la guerre moderne, qui est la guerre contre la masse des désarmés, qui, eux, ne combattent pas, mais subissent. Et enfin, ces guerres sont devenues génocidaires. Le modèle génocidaire est né dans le génocide arménien, qui lui-même succède au génocide qui avait été organisé en Afrique. Mais c'était des génocides que l'Europe n'a pas voulu regarder, n'a pas vu les Allemands organiser un premier génocide. Et puis il y a eu le génocide arménien. Et le génocide arménien est la matrice des génocides qui suivent ensuite.
car tous ont été faits sur le même modèle. Arracher la population à l'endroit où elle se trouve, la priver de tout, la couper des réseaux et tuer tout le monde. Sans exception, ce qui était en fait nouveau dans l'histoire. Autrefois, on ne tuait pas les femmes et les enfants, ou alors par erreur, ou bien pour s'occuper. Mais pas méthodiquement pour tuer tout le monde, comme nous le voyons se passer en ce moment à Gaza, et comme on l'a fait avec les Arméniens. Le but de ceux qui ont planifié cette déportation était de tuer tout le monde, que personne n'en réchappe. Et ceux qui en ont réchappé, vous le savez, vous, Arméniens, mieux que les autres, étaient dans un état pitoyable mental ensuite. Voilà ce que je voulais vous dire. Le droit international est notre point d'appui. Et le droit international a un contenu, la reconnaissance des frontières. Deuxièmement, des garanties mutuelles de sécurité. Oui, mutuelles. Il faut que l'ennemi ait des garanties et que vous ayez des garanties. Et c'est à ce prix que vous avez la paix. Si les garanties ne sont pas mutuelles, c'est encore la guerre demain et après-demain. Voilà, je me suis permis cette entrée dans des événements plus contemporains, et je ne vais pas aller plus loin pour vous laisser, si vous le souhaitez, le temps de m'interroger. Mais la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne est une bonne grille de lecture pour vous permettre de comprendre comment se combinent différentes dynamiques, celle d'un mode de production, celui d'une crise climatique et celui d'une modification de la condition humaine. Voilà ce que j'ai essayé de penser et je le propose aux étudiants ou à qui je peux le proposer, et je suis très reconnaissant à cet établissement de m'avoir fait l'honneur de m'accueillir et de vous expliquer ce que je viens de vous expliquer. Merci pour votre attention.